Bien, bonjour tout le monde. On va commencer. Donc, on est en mode hybride aujourd'hui. Donc, il y a les personnes dans la salle, il y a des personnes aussi en mode virtuel. Donc, avant que j'oublie, les personnes qui sont en mode virtuel, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure en mode chat. On va répondre à la fin de la présentation de Shadi. Donc, merci beaucoup d'être présent. Je me présente, Daniel Sinette. Je suis le directeur de la recherche et de l'innovation. Donc, ça fait plaisir d'animer la rencontre d'aujourd'hui. Shadi est un jeune chercheur, donc tout frais arrivé, là, modèle 2023. Malgré son jeune âge, c'est quand même un chercheur qui a déjà beaucoup de réussite. Là, plusieurs publications, des revues importantes, beaucoup de succès aussi dans le monde de subventions dernièrement. Donc, c'est un grand plaisir de l'entendre aujourd'hui sur ses travaux sur la maladie de Parkinson et la démence du corps de Lewy. Donc, super. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est merci beaucoup de l'invitation. Donc, je présente aujourd'hui les mouvements involontaires lors du sommeil peuvent-ils prédire la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy. Donc, grosso modo, je vais faire un overview de c'est quoi le trouble de sommeil que j'utilise dans mon labo. Puis, je vais parler d'un article qu'on a publié récemment dans la revue Neurology. Donc, pour rendre ces résultats-là un peu plus accessibles puis qu'on sache qu'est-ce qui a été fait récemment. Donc, tout le monde connaît la maladie de Parkinson. Spécifiquement, qu'est-ce que c'est la maladie de Parkinson? C'est la présence d'un... Bon, ça commence bien, là, j'ai inversé les slides, donc c'est pas la bonne personne qui est... Bon. Donc, la maladie de Parkinson, c'est censé être Michael J. Fox, là, premièrement. Là. Donc, ça ici, c'est la maladie de Parkinson. Donc, la maladie de Parkinson, c'est la présence de bradykinésie. Donc, ça, c'est une lenteur à l'exécution des mouvements. Avec une rigidité musculaire, donc la personne devient plus rigide quand elle bouge, des tremblements au repos, une posture instable, et dans le cas qui nous concerne, le trouble comportemental en sommeil paradoxal, dont je vais revenir plus tard dans la présentation. Donc ça, c'est la maladie de Parkinson, un trouble qui est vraiment principalement moteur quand on fait le diagnostic. Une autre maladie qui est, c'est la démence à corps de Lewy qui est associée à la maladie de Parkinson. Donc, c'est la maladie dont est décédé Robin Williams. Et ça, c'est la présence d'un trouble neurocognitif majeur, ce qu'on appelait avant la démence, accompagné de signes moteurs de parkinsonisme, d'hallucinations visuelles, de fluctuations de la vigilance et d'un trouble comportemental en sommeil paradoxal dont je vais parler un peu plus tard aussi. Donc, grosso modo, c'est deux maladies qui sont très apparentées parce que les deux sont causées par la présence d'alpha-synucléine. Bon, l'alpha-synucléine, c'est une protéine qui est normale dans le cerveau. On en trouve dans toutes les cellules. On ne sait pas exactement à quoi ça sert. On pense que ce serait associé à la fonction synaptique, donc la libération des molécules dans la synapse, la communication entre les cellules du cerveau. Donc, tout le monde a de l'alpha-synucléine, ça c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que certaines personnes vont avoir un changement dans la forme de cette protéine-là. Donc, l'alpha-synucléine va prendre une mauvaise forme. Puis, en prenant une mauvaise forme, elle va commencer à s'agréger puis à former ce qu'on appelle des corps de Lewy. Donc, quand une personne décède d'une maladie de Parkinson ou d'une démence à corps de Lewy, puis qu'on fait une autopsie, ce qu'on voit dans le cerveau, on voit la présence de beaucoup de corps de Lewy, qui sont vraiment des agrégats de l'alpha-synucléine. Vous vous en doutez, la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy, ce n'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain. Donc, quand une personne développe la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy, il y a eu plusieurs années où les symptômes ont commencé à apparaître puis à progresser. Dans la maladie de Parkinson, la personne commence à avoir des anomalies motrices, puis ça évolue, puis à un moment donné, la personne va voir son médecin de famille, est référée dans une clinique de troubles du mouvement, rencontre un neurologue et reçoit un diagnostic de maladie de Parkinson. Pour la démence à corps de Lewy, étant donné que c'est la présence d'une démence avec du parkinsonisme, avec des hallucinations, avec de la fluctuation cognitive, les personnes peuvent arriver par différents chemins. Donc, il y a des personnes qui ont des troubles cognitifs, qui ont des problèmes moteurs, ils se présentent dans une clinique de troubles du mouvement. La personne voit, le neurologue voit que il y a des troubles cognitifs qui sont très présents, il y a aussi un parkinsonisme. Ça oriente vers une démence à corps de Lewy. Certaines personnes vont se présenter en clinique de troubles de la mémoire. Donc, des personnes qui ont des troubles cognitifs, ils arrivent, ils se présentent, voient le neuropsy et le neurologue, puis ensuite, se font diagnostiquer une démence à corps de Lewy parce qu'il y a aussi du parkinsonisme, etc. Ça peut être des hallucinations visuelles aussi qui sont la première présentation. Donc, la personne se présente, voit des choses dans la maison, voit des personnes, voit des animaux, voit des choses qui sont pas supposées, arrive en
psychiatrie, on voit qu'il y a une démence associée du parkinsonisme, donc une démence à corps de Lewy. Donc les personnes avec une démence à corps de Lewy, qui par ailleurs est la deuxième démence la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer, ont donc plusieurs portes d'entrée dans le système de la santé. Donc comme j'ai dit, ça ne se développe pas du jour au lendemain. Donc la pathologie commence dans une certaine région, puis ensuite se propage à travers le cerveau. Okay, ça, c'est un des modèles. Si vous allez lire là-dessus, vous allez voir qu'il y a beaucoup de modèles maintenant qui sortent. Ça, c'est le plus classique. Donc, ça dit que la pathologie commence à la racine du cerveau, dans le bulbe, et monte graduellement à travers le cerveau. Donc on a le premier stade. Ensuite, ça monte un peu plus haut. Puis c'est ici qu'on voit les symptômes de parkinsonisme apparaître, donc les symptômes moteurs. Puis ensuite, ça se répand à travers le cerveau. Okay? Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Donc, on sait maintenant que si on demande à des personnes qui ont développé une maladie de Parkinson ou une démence à corps de Lewy, ben, avez-vous déjà eu tel problème? Avez-vous déjà eu tel problème par le passé? On voit que ça fait longtemps qu'il y a des problèmes qui sont apparus. Puis ici, vous avez un exemple. Donc, on voit que la flèche rouge, c'est le moment du diagnostic clinique d'une maladie de Parkinson ou d'une démence à corps de Lewy. Puis on voit que des décennies avant, donc jusqu'à 25 ans avant le diagnostic, il y a déjà des changements qui apparaissent. Donc ça, ici, c'est les changements les plus fréquents. Donc déjà, les troubles cognitifs commencent un peu avant, les signes moteurs commencent à apparaître, dysfonction urinaire, dysfonction de la vision des couleurs, constipation, dysfonction érectile, perte de l'atonie musculaire en sommeil paradoxal, dont je vais revenir pendant la présentation, ou l'hyposmie, donc une olfaction, donc l'odorat qui se met à descendre. Donc, il y a beaucoup de signes comme ça. Puis, c'est classique. Là. Quand une personne a développé la maladie de Parkinson, puis on se dit, est-ce que l'odorat, ça fait longtemps que vous sentez que c'est moins précis qu'avant? C'est classique que les gens vont dire, ouais, ça fait longtemps que je goûte plus rien quand je mange. Oh, ça fait longtemps que je ne sens plus les odeurs. Ou pareil pour la constipation. Ça fait longtemps que la personne a de la constipation, etc. Le problème ici de ces signes-là, c'est que ils sont tous non spécifiques. Donc, une personne qui a de la constipation, c'est fréquent. Là. Donc, c'est pas à cause qu'on est constipé qu'on va avoir la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy. Perdre l'odorat, avoir une olfaction réduite, c'est quelque chose qui est très fréquent aussi. Les gens ont des sinusites, les gens ont des rhinites, les gens ont des allergies, les gens, des fois, ils ont eu un traumatisme crânien, ça leur endommage un peu le nerf. Donc, c'est fréquent d'avoir une odorat un peu réduite. Donc, on ne peut pas se fier seulement là-dessus pour prédire la maladie de Parkinson. Mais un signe qui est très spécifique, c'est celui-là ici, celui qui est en rouge, la perte de l'atonie musculaire en sommeil paradoxal. Ça, qu'est-ce que c'est? Le sommeil paradoxal, c'est un des deux types de sommeil. Il y a le sommeil non paradoxal puis le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est le moment de la nuit où on rêve. Puis quand on rêve, on tombe dans un état de paralysie musculaire. Puis ça, c'est normal. Donc quand on rêve, on ne bouge pas. On est totalement paralysé, c'est normal, il n'y a pas de panique par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est sommeil paradoxal. Pourquoi? Parce que si on met des électrodes sur la tête de la personne, on va voir qu'il y a beaucoup d'activité électrique, mais en même temps, la personne ne bouge pas. Donc, c'est ça qui fait l'idée de paradoxal. Donc, puis des mouvements des yeux. Donc, mouvement oculaire rapide, activité électrique rapide, mais aucun mouvement. Sauf qu'on sait maintenant qu'il y a certaines personnes qui vont perdre l'atonie musculaire qui est censée être là, la paralysie du sommeil. Donc, les personnes vont se mettre à bouger pendant leur rêve. Puis ça, c'est pas normal. Donc, les gens sont en train de rêver. Puis, au lieu de ne pas bouger, d'être paralysés, ils se mettent à bouger, puis avoir des rêves qui sont généralement assez agressifs, puis avoir des mouvements là, assez sophistiqués, là, assez élaborés. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que la très grande majorité des personnes qui ont une perte de la paralysie musculaire en sommeil paradoxal vont développer éventuellement la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy. Quand j'ai commencé il y a 10 ans à travailler là-dessus, on parlait d'une personne sur deux. On disait 50%. Puis on essayait de savoir comme c'est qui va développer quoi. Comme, qui va développer la maladie de Parkinson, qui ne va pas la développer. Aujourd'hui, avec les études épidémiologiques qui continuent, on sait que c'est au-dessus de 90%. Donc aujourd'hui, on est pas mal certain que quand une personne présente ça, ben, c'est un signe précurseur. Donc c'est comme une phase d'avancement. Puis ça, c'est un peu ce qu'on voit ici, là. Donc une personne est sur la ligne rouge, en fait. Puis il continue à monter la ligne rouge progressivement jusqu'à temps que la personne ait la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy. Ici, je vous montre un exemple d'une personne qu'on a vue au Centre d'études avancées en médecine du sommeil, où je travaille comme chercheur. Donc ça, c'est un monsieur qui est venu à la clinique. À aucun moment, il se réveille pendant la vidéo. Donc, il est en sommeil paradoxal. On le sait parce qu'il y a des électrodes sur sa tête. Il est en sommeil paradoxal. Il est censé ne pas bouger. Il est en train de rêver. Puis là, vous voyez qu'il va avoir des mouvements qui sont vraiment élaborés, sophistiqués. Donc là, il donne des coups de poing. Puis après, on l'a réveillé, puis on lui a demandé à quoi il rêvait, puis il rêvait qu'il y avait un voleur qui rentrait chez lui, puis il défendait sa femme par rapport au voleur. Puis vous pouvez voir à la fin, là, il frappe le voleur, puis à la fin, il va caresser le lit pour
parce que c'était sa femme. Donc, voilà, ça c'est le voleur. Puis après, voilà. Puis là, il caresse le lit, c'est sa femme, comment est-ce que tu vas bien, tout ça. Donc, c'est très, très élaboré, là. Donc, c'est vraiment, la personne est vraiment en train de rêver, puis on peut voir, là, quel pourrait être le rêve en question. Donc, on ne parle pas donc de contraction musculaire, puis juste un bras qui part ou une jambe qui part, là. C'est vraiment très élaboré. Puis évidemment, généralement, il ne se réveille pas. Donc, c'est le partenaire de lit qui dit, tu devrais peut-être consulter parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Mais donc, les personnes qui dorment seules pourraient ne pas savoir que ça, en fait. Donc, comme j'ai dit, maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est ce qu'on appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Okay? Un trouble de comportement pendant le sommeil paradoxal ou TCSP. En anglais, on parle de RBD, REM Sleep Behavior Disorder. Donc, comme j'ai dit, on sait qu'au-dessus de 90% des personnes vont développer une synucléinopathie, donc une maladie neurodégénérative causée par l'alpha-synucléine. 45% vont développer une démence à corps de Lewy. 55% vont développer une maladie de Parkinson. La question qu'on a en ce moment, c'est qui va développer quoi? Ça, c'est très difficile. Quand on voit une personne qui a un TCSP, un trouble comportemental en sommeil paradoxal, la question c'est, est-ce qu'on peut savoir des années à l'avance qui va développer une démence, qui va développer une maladie de Parkinson, pour pouvoir peut-être donner un médicament, on n'en a pas, malheureusement, mais si la journée où on va avoir un médicament, on va sans doute vouloir le donner en sachant que la personne va plus vers une démence ou la personne va plus vers une maladie de Parkinson, parce que probablement que ce n'est pas les mêmes mécanismes qui sont en cause. Aussi pour pouvoir optimiser la prise en charge. Donc, si on sait qu'une personne va développer une démence dans 6 ans ou 5 ans ou 4 ans, on va déjà commencer les démarches pour essayer de savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait quand il va avoir, quand il n'y aura plus d'aptitude à prendre des décisions, etc. Donc, ce qu'on fait dans le labo, on essaie donc de comprendre comment est-ce qu'on développe la maladie de Parkinson, comment est-ce qu'on en vient à développer la démence à corps de Lewy en prenant ce trouble de sommeil-là. Donc, on s'intéresse vraiment à la ligne rouge qui est le REM Atonia Loss. Donc, on prend des personnes qui ont cette pathologie du sommeil-là, on les scanne, puis on essaie de savoir, OK, qu'est-ce qui se passe déjà dans leur cerveau qui mène au développement de la démence à corps de Lewy ou qui mène à la maladie de Parkinson pour essayer de comprendre c'est quoi les trajectoires de neurodégénérescence qui se produisent, puis leurs mécanismes et qu'est-ce qui les cause. Donc, ça, c'est mon labo. Donc, nous, on est situé au Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Ce qu'on fait, c'est vraiment, comme j'ai dit, comprendre les changements dans le cerveau qui mènent au développement de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy à partir du trouble comportemental en sommeil paradoxal isolé. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On utilise de l'imagerie cérébrale, des neurosciences computationnelles, de l'intelligence artificielle et des grandes bases de données. Donc, mon labo est en ce moment en train de gérer une initiative internationale où on combine tous les scans dans différents centres dans le monde. Là, on est rendu à 10 centres, donc Montréal, Cologne, Gênes, Paris, Oxford, différents centres dans le monde. Puis on met nos scans cérébraux de cerveau en commun pour essayer de faire des analyses avancées pour comprendre, OK, qu'est-ce qu'on peut détecter déjà sur ces scans-là chez ces personnes-là. Ouais. Et ce qu'on a montré avec les années, là, c'est que déjà, on voit qu'il y a des changements dans le cerveau de ces personnes-là. On voit, par exemple, ici sur la gauche, que ce que vous voyez en jaune, c'est des régions où le cortex du cerveau, donc la matière grise autour, est aminci. Donc, on voit déjà qu'il y a un amincissement du cortex chez les personnes avec un trouble comportemental en sommeil paradoxal isolé. Puis, je vous rappelle, ce n'est pas des personnes qui ont la maladie de Parkinson encore, ce n'est pas des personnes qui ont une démence à corps de Lewy encore, mais on voit déjà qu'il y a des changements dans le cerveau. Puis ici, à droite, vous voyez la dopamine. Donc, là, ce que vous voyez ici, là, allumé, c'est les endroits où il y a le plus de recapture de dopamine dans le cerveau. En haut, c'est une personne normale qui a été scannée 3 fois, après 1 an et demi au milieu, puis après 3 ans. En bas, c'est une personne avec un trouble comportemental en sommeil paradoxal. Puis on peut voir que déjà au départ, il y a un peu moins de recapture de dopamine parce que les neurones sont morts qui s'occupent de ça. Puis avec les années, après 1 an et demi, c'est bien réduit. Puis après 3 ans, c'est encore plus réduit. Donc on voit vraiment que c'est évolutif, là, ça évolue. Quand on regarde le cerveau, il y a vraiment un type d'imagerie qui a été fait très fréquemment dans le trouble comportemental en sommeil paradoxal, c'est la perfusion sanguine du cerveau. C'est vraiment pour mesurer est-ce qu'il y a des anomalies au niveau de l'activité des cellules du cerveau. Puis une façon de faire ça, c'est de regarder est-ce que les cellules consomment différemment du glucose ou de l'oxygène dans le cerveau. L'idée étant que s'il y a une région qui est atteinte, qui est en train de subir de la neurodégénérescence, elle va peut-être consommer plus ou elle va peut-être consommer moins.
Donc, on peut obtenir un patron dans le cerveau qui correspond à quel point est-ce que le cerveau change sa façon de consommer ou de créer de l'énergie. Donc, quand des cellules fonctionnent, ils ont besoin d'avoir du glucose et de l'oxygène. Pour avoir ce glucose et cet oxygène-là, ben, ils ont besoin d'avoir du sang. Donc, il y a une augmentation du débit sanguin vers cette région-là. Donc, ce qu'on peut mesurer, c'est vraiment, est-ce qu'il y a des anomalies dans le débit sanguin dans les différentes régions du cerveau. Ça, c'est classique, ça a été fait souvent dans le trouble comportemental dans le sommeil paradoxal. Et ce qu'ils font généralement, ben, la personne passe ce qu'on appelle une TEP, donc une tomographie par émission de positons. La personne se met dans un scan, on injecte un ligand, puis ce ligand-là, c'est comme un analogue du glucose. Donc, ça imite le glucose. Donc, on l'injecte, ça passe par le sang, ça monte au cerveau. Les cellules qui ont besoin de glucose pour fonctionner vont consommer ce glucose-là. Et le glucose va rester pris dans la cellule. Puis après, ce qu'on voit, nous, avec la machine, on voit le signal. Donc, plus il y a de ce ligand-là dans une région, plus ça veut dire que la région, elle est active. Puis après, on peut voir s'il y a des régions qui sont suractives dans le TCSP, dans le trouble comportemental, ou des régions qui sont sous-actives. Puis des études, il y en a eu beaucoup dans le TCSP. Là, si je vous en mets, là, je les ai lus, là, puis il y en a à peu près une vingtaine. Okay? Moi, ce qui m'a frappé, c'est en les lisant, c'est qu'ils trouvent des choses qui sont intéressantes à chaque fois. Donc, à chaque fois, ils trouvent qu'il y a des anomalies. Donc, ici, à gauche, c'est un réseau qu'on voit qui est très exprimé dans la maladie de Parkinson. Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est des régions qui consomment moins de glucose. Puis en rouge, c'est les régions qui consomment plus de glucose dans la maladie de Parkinson. Puis quand on l'applique chez des personnes avec un trouble comportemental dans le sommeil paradoxal, on voit que ce réseau-là est surexprimé. Donc, il y a déjà il surexprime un réseau qui est pathologique au niveau de la perfusion. Ici, à droite, c'est un réseau qui a été identifié juste chez les personnes avec un trouble comportemental en sommeil paradoxal. Donc, il y a moins de consommation il y a plus de consommation de glucose dans le cervelet, puis moins dans certaines régions du cortex. Donc, il y a des patrons d'anomalies, déjà dans le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Mais la question, c'est, est-ce qu'on peut utiliser ça pour prédire qui va développer quoi? Qui va développer la démence à cœur de Lewy? Qui va développer la maladie de Parkinson? Okay? Puis ça, dans les études, il n'y arrive jamais. Ils peuvent prédire que la personne va développer quelque chose, mais ils n'arrivent pas à prédire, avec cette technique-là, qui va développer quoi. Ce qui est super important, si on veut justement avoir un traitement, si on veut prédire, etc. Et c'est ça notre papier. Donc ça, c'est un papier qu'on a publié cette année dans Neurology, avec Ron Postuma, Océane, Jean-François Gagnon, Andréane Barry. Donc on a tous travaillé ensemble. Et ce qu'on a fait, on a évalué 52 patients au centre de sommeil qui avaient un trouble comportemental en sommeil paradoxal isolé. Donc ils sont venus au centre de sommeil, on a fait une polysomnographie. C'est des patients qui sont suivis chaque année par le neurologue. Et on a pris 22 personnes aussi en santé et 19 personnes avec la maladie de Parkinson. Je vais me concentrer vraiment sur les 52 personnes avec le TCSP puis les 22 en santé. Les personnes avaient, on ne le voit pas très bien ici, là, mais les deux groupes avaient le même âge, le même nombre de sexes, donc tout était correct pour ça. Donc les personnes sont venues au centre de sommeil, ils ont passé un enregistrement vidéo polysomnographique, donc ils ont passé la nuit à l'hôpital, on a mesuré pour être sûr qu'il y avait un trouble comportemental en sommeil paradoxal, que les gens bougeaient pendant le sommeil paradoxal et tout. Donc, on a confirmé la présence d'un TCSP. Ensuite, les personnes ont passé une évaluation neurologique. Donc, juste pour être sûr que la personne n'avait pas encore de maladie de Parkinson, parce que ça peut arriver, que la personne ait déjà développé la maladie de Parkinson. Les gens n'avaient pas encore la maladie de Parkinson. Ensuite, une évaluation neuropsy. Donc, les personnes n'avaient pas de démence à ce moment-là. Puis ensuite, on a fait une acquisition de SPECT pour obtenir des images, justement, de perfusion. Puis ensuite, on a suivi pendant des années les personnes. Puis à chaque année, on a refait une évaluation neuropsy, puis on a fait une évaluation neurologique pour voir, OK, est-ce que cette année, la personne a développé la maladie de Parkinson ou la démence à cœur de Lewy? Non. OK, bon, on se revoit l'année prochaine. Puis on faisait ça chaque année. Puis on fait ça en continu. C'est une cohorte qu'on suit ici à Montréal. Donc on fait ça en continu année après année. Puis, pendant l'évaluation neurologique, on a été chercher plein de mesures cliniques. Donc, par exemple, on a été chercher des mesures comme l'UPDRS1, l'UPDRS2, l'UPDRS3. Ça, c'est des mesures pour évaluer la sévérité du parkinsonisme. On a passé des tests quantitatifs pour mesurer s'il y avait des atteintes neurologiques. Donc, par exemple, faire un finger tapping. Donc, par exemple, de frapper les deux doigts le plus vite possible pendant 1 minute, pour faire le plus de
de frappements comme ça. Le Purdue Pegboard qui est de rentrer des petits morceaux de bois dans des trous sur une planche. Donc ça, c'est tous des tests de dextérité que dans la maladie de Parkinson, on sait que c'est atteint. Timed up and go, ça c'est de se lever, marcher 2,5 mètres, revenir le plus vite possible. Un test des odeurs, un test de vision des couleurs, un test de pression orthostatique. On a demandé les symptômes urinaires, la constipation. Pendant l'évaluation neuropsychologique, on a fait un dépistage de MoCA, donc un test, 30 questions. On a demandé là, mémoire, attention, tout ça. Donc, c'est un test très rapide. On a fait une évaluation détaillée pour mesurer l'attention, les fonctions exécutives, la mémoire, les fonctions visuospatiales. On a évalué s'il y avait une présence de troubles cognitifs déjà. On a mesuré aussi la dépression. Et pendant la vidéopolysomnographie, on a mesuré l'activité motrice tonique et phasique. C'est comme deux composantes pendant le sommeil paradoxal qu'on peut mesurer au niveau de l'activité motrice. L'âge et le sexe. Donc, tout ça, c'est des variables cliniques auxquelles on avait accès chez les personnes avec un TCSP. Après, on a fait l'imagerie tomographique. Et ce qu'on a fait dans notre cas, on a injecté ce qu'on appelle du HMPAO. Donc, hexaméthylpropylénaménoxime. Donc, c'est un long nom pour un ligand qu'on injecte. Donc, la personne se met sur le scan, elle s'est fait injecter ce ligand-là. Qu'est-ce que ça fait? Comme je disais tantôt, c'est un ligand qui est lipophile. Donc, ça va facilement traverser la barrière hémato-encéphalique. Ça va atteindre le cerveau. Puis là, ça va suivre le débit sanguin. Okay? Donc, en quelques minutes, ce ligand-là va aller être absorbé par les cellules qui fonctionnent le plus et qui fonctionnent le moins. Donc une région qui a besoin de beaucoup fonctionner va avoir besoin d'avoir plus de glucose, plus d'oxygène. Donc, il va y avoir une perfusion, un débit cérébral sanguin plus important. Le ligand va se rendre. Il va suivre le débit sanguin, il va être absorbé par les cellules, puis une fois qu'il est absorbé par les cellules, il est pris dans la cellule. Donc ça nous permet de pouvoir capter le signal radioactif qui vient de ce ligand-là à partir de la machine. Donc grosso modo, pour chaque personne, on obtient une carte qui représente à quel point une région est active par rapport à d'autres régions du cerveau. Okay, je vous donne un exemple ici. Donc ça, c'est des cartes de patients. Donc ça, vous avez 3 participants. Participant 1, participant 2, participant 3. Puis vous voyez, là, plus c'est blanc, plus c'est une région qui consomme beaucoup de HMPAO. Donc on pourrait dire que c'est une région où il y a plus de débit sanguin qui se rend. Donc une région qui est peut-être plus active. Puis les régions qui sont moins blanches ou plus rouges, c'est les régions qui consomment moins. Donc ce qu'on peut faire, c'est quoi? Bon, on pourrait par exemple comparer entre les personnes avec un TCSP puis les personnes à contrôle s'il y a des différences. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'était de trouver une signature pour prédire qui développe la démence à corps de Lewy puis qui développe la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est une technique que j'aime beaucoup, qui s'appelle la corrélation des moyennes carrées partielles, Partial Least Squares Correlation. Et ce qu'on fait, on crée une matrice qui représente la perfusion dans le cerveau. Donc si vous avez tous les voxels du cerveau et tous les patients qu'on a vus, vous avez une matrice clinique qui représente les scores cliniques de tous les patients qu'on a vus, puis les 27 variables cliniques que je vous ai dit tantôt. Donc, on a une matrice d'imagerie, on a une matrice clinique. On fait une corrélation entre ces deux matrices-là pour obtenir une grosse matrice de corrélation qu'on voit à droite. Puis ensuite, on décompose cette matrice-là de corrélation pour obtenir des variables latentes qui maximisent la covariance entre les deux. Okay? Donc, grosso modo, on essaie de trouver une signature anatomo-clinique qui représente à quel point est-ce que la perfusion cérébrale correspond à la clinique. Puis ce qui est bien, c'est que quand on identifie les variables latentes, ensuite, on a une portion imagerie, puis on a une portion clinique. Ça veut dire qu'on peut donc dériver des signatures qu'on pourrait appliquer chez des patients. Si vous avez des questions là-dessus, là, ça me ferait plaisir d'en parler, là, mais ça, c'est un résumé succinct. Donc, est-ce qu'il y avait une signature de perfusion dans le RBD, dans le TCSP? Donc, ce que vous voyez ici, c'est les différentes variables latentes qui ont été testées en noir. Puis les deux, il y en a deux qui étaient significatives. C'est ce que vous voyez en rouge ici. Donc, si c'est en bas de la ligne pointillée, ça veut dire que c'était significatif. Donc, il y avait deux composantes de maximisation de la covariance entre la perfusion dans le cerveau et les variables cliniques qui étaient significatives. Et quand on regarde ces deux variables-là, ils expliquaient combien de la variabilité clinique. On voit que la première variable latente expliquait quelque chose comme 40% de la variabilité clinique, alors que la troisième expliquait genre 10%. La variabilité clinique. Donc, au total, on peut expliquer, juste à partir de la perfusion cérébrale, jusqu'à 50% de la variabilité clinique chez les patients. Donc là, on a voulu savoir, c'est quoi ces signatures-là, de quoi ils ont l'air. Donc, il y a deux signatures, comme j'ai dit. La première, c'est celle-ci. Vous avez son versant cérébral de perfusion, puis vous avez les variables cliniques qui étaient associées à ça.
Donc, quand on regarde les variables cliniques, on voit que c'est toutes des variables cliniques qui sont associées à la maladie de Parkinson et à la démence à corps de Lewy. Par exemple, la bradykinésie. Donc, ça, c'est comme j'ai dit au début, c'est le ralentissement. Donc, ça, c'est une évaluation que le neurologue fait. Il évalue à quel point il y a de la bradykinésie. C'est plusieurs scores qui sont mis ensemble. Donc, ça, c'est une variable qui est importante. L'UPDRS3, qui est une mesure de parkinsonisme. Le tapping test, donc à quel point le test de tapotement digital, quand on cogne les deux doigts ensemble. Des troubles de la posture, l'âge, l'UPDRS2, le sexe, le MoCA, qui est une mesure cognitive, l'UPSIT, qui est une mesure d'olfaction, la rigidité musculaire, la mémoire épisodique, la constipation, le timed up and go. Donc, c'est toutes des mesures qui sont très liées au parkinsonisme, puis aussi un petit peu à la cognition, mais c'est très moteur. Puis quand on regarde c'est quoi les régions du cerveau qui sont associées à cette signature clinique-là, ce que vous voyez en rouge, c'est des régions qui sont suractives, et en bleu, c'est les régions qui sont sous-actives. Okay? Donc, on voit qu'il y a une suractivation des régions pariétales, ici, puis on voit qu'il y a une sous-activation de certaines régions en bleu, là, des régions temporales postérieures, etc. Donc, ce qu'on a fait, on a pris cette signature-là à gauche et on l'a placée sur le scan de chaque personne. C'est comme un masque. Donc, on le met sur le scan de chaque personne, puis pour chaque personne, on extrait un seul score. Donc, c'est juste un chiffre qu'on extrait. Et ce chiffre-là représente à quel point ce masque-là est exprimé chez la personne. Donc, un seul score. C'est très pratique. Puis, ce qu'on voit, c'est que plus le score est élevé, plus la personne est à risque de développer la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy. Mais ça ne permet pas de prédire lequel des deux. Donc, ça veut juste dire comme plus c'est exprimé, plus on est en train d'évoluer, là. Plus c'est avancé. Mais on ne peut pas prédire en avance qui développe une démence, qui développe une maladie de Parkinson. Mais, si on regarde la deuxième signature qu'on a identifiée, si on regarde les variables cliniques, on voit que en rouge, c'est ce qui est associé. Donc, c'est le FM100, qui est une mesure de discrimination des couleurs, qui est une mesure très, très cognitive. Le timed up and go, une mesure motrice, la durée du RBD, les fonctions visuospatiales, donc cognitives, et la présence d'un MCI, Mild Cognitive Impairment, donc trouble cognitif léger. Donc, c'est très cognitif. Donc, quand on regarde le patron d'imagerie qui est associé à ces variables cliniques-là, vous voyez en rouge des régions. Ça, c'est des régions qui sont suractives dans le TCSP en association avec ces variables cognitives-là. Puis on voit qu'il y a vraiment cette région-là ici, là, qui est un gros morceau ici. Et ce morceau-là est important parce que c'est une région qui est très riche en acétylcholine. Donc, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui est super important pour les fonctions cognitives. Puis on sait que les fonctions cholinergiques sont très atteintes dans les démences. Donc, on voit que les changements au niveau des variables cliniques associées à la cognition corrèlent avec une hyperperfusion des régions qui sont très, très cholinergiques, là. Ici, on appelle ça le basal forebrain, les régions singulaires antérieures. Donc, une suractivation à ce niveau-là. Si on prend ce masque-là et on l'applique sur le scan de chaque personne, puis on dérive un score qui représente ça ici, on se rend compte que plus c'est exprimé chez quelqu'un, plus la personne est à risque de développer la démence à corps de Lewy par rapport à la maladie de Parkinson. Donc, cette signature-là ici, ça permet de savoir qui va développer la démence à corps de Lewy des années avant, parce que les patients n'ont encore rien, mais des années avant, ça permet de le prédire. Puis comme je viens de dire, en quoi est-ce que cette région-là est intéressante? Bien, cette région-là, elle est ici. C'est le basal forebrain. Et là, c'est une région qui a beaucoup de cellules qui sont impliquées dans la synthèse de l'acétylcholine. Donc, c'est des régions qui ont tout le mécanisme à l'intérieur de leur membrane pour pouvoir synthétiser ce neurotransmetteur-là. Et ce neurotransmetteur-là, il part de là et il est envoyé partout à travers le cerveau, comme vous pouvez voir. Et on sait, quand on teste cette région-là chez différents groupes, ici, en haut à gauche, vous avez les personnes en santé. Donc, ce que vous voyez ici, bien, c'est au centre ici, c'est vraiment la région qui est très riche en acétylcholine. Puis, ce que vous voyez, les flèches, c'est là où l'acétylcholine est envoyée à travers le cerveau. Ça, c'est des personnes en santé, en haut à gauche. Mais chez les personnes qui auraient, par exemple, en bas à gauche, la démence à corps de Lewy, bon, on voit, par exemple, que là, il y aurait vraiment une atteinte de la projection d'acétylcholine à travers le cerveau. Même chose dans la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a beaucoup moins d'acétylcholine qu'on trouve dans la région corticale. Alors que dans la maladie de Parkinson, étant donné que la maladie de Parkinson, ce n'est pas quelque chose qui est en début de maladie très associé à la démence, bien, c'est encore préservé. Donc ça fait du sens. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a une hyperperfusion d'une région qui est fortement associée à la démence, comme le basal forebrain, puis qui est responsable de la production d'acétylcholine
peut prédire des années à l'avance le développement d'une démence à corps de Lewy. Ça fait aussi référence au fait que souvent, ce qu'on a dans le début de parcours, quand une personne a une maladie d'Alzheimer ou autre chose, c'est des inhibiteurs d'acétylcholinestérase. Donc, le but, c'est d'essayer d'augmenter la concentration d'acétylcholine parce qu'on sait que c'est quelque chose qui disparaît avec la démence. Donc, en résumé, le trouble comportemental en sommeil paradoxal isolé est associé au développement de la démence à corps de Lewy et de la maladie de Parkinson. Savoir qui développera quoi demeure un défi clinique. Il existe une signature de perfusion sanguine dans le cerveau qui permet de prédire le risque de développer la démence à corps de Lewy par rapport à la maladie de Parkinson. Et on a désormais un outil pour prédire le développement de la démence à corps de Lewy. Maintenant, on doit trouver une façon d'empêcher ce développement. Donc, je remercie tout le monde qui a été impliqué dans cette étude-là. Donc, le labo à Montréal, puis les différents collaborateurs du labo qui se trouvent à l'Université de Montréal, à l'Université McGill, à l'Université de Sherbrooke, puis aussi les différents centres qui contribuent, pas nécessairement dans ce projet-ci, mais de façon générale dans nos projets d'imagerie, surtout en IRM, et les organismes subventionnaires, Parkinson Canada, le CCNA, Société Alzheimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Peut-être Rebecca ou Yvan, vous pouvez les... Merci beaucoup, Shadi. J'ai 3 questions jusqu'à présent. 4 questions. Première question de Zulika. Comment pourrions-nous faire la distinction entre les cauchemars et le trouble du comportement durant le sommeil paradoxal? Le cauchemar, c'est l'expérience qu'on vit. Hein. On se réveille, j'ai fait un cauchemar. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement musculaire ou quoi que ce soit. Donc, normalement, dans un cauchemar, on peut se réveiller ou ne pas se réveiller. Donc, quand on se réveille, ben, c'est forcément pas un trouble comportemental dans le sommeil paradoxal. Le trouble comportemental dans le sommeil paradoxal, c'est vraiment une personne qui dort, qui fait des rêves et qui bouge pendant ses rêves, mais qui ne se réveille pas. La personne ne se réveille pas. Elle reste endormie et tout, puis elle donne des coups, puis ou elle crie, ou elle parle beaucoup. Mais donc, c'est différent du cauchemar, qui est vraiment juste une expérience onirique par définition. Si on fait un cauchemar puis on se réveille en sursaut, ben, c'est pas vraiment ce qu'on a vu ici. Là. C'est pas vraiment un mouvement pendant le sommeil paradoxal. Là. C'est ça, j'avais comme une sous-question. Là, si on se réveille en criant non ou quelque chose, là, même si on a eu ça, c'est un cauchemar. Ça, c'est correct. Truc moteur, ouais. là, vu qu'on est réveillé. Les cauchemars, c'est pas associé au développement de la maladie de Parkinson ou merci. J'ai une deuxième question de Tariq cette fois-ci. Est-ce que c'est la maladie neurodégénérative qui cause une faible consommation de glucose ou d'oxygène des cellules au cerveau? Ou bien, à l'inverse, ce serait le mode de vie de la personne qui endommage les cellules nerveuses et qui cause la mort de ces cellules et donc une diminution en consommation de glucose ou d'oxygène. C'est un bon commentaire. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question à savoir, est-ce que finalement, qu'est-ce qui cause quoi? Ce que ça a l'air d'être, vraiment que c'est la pathologie qui cause les changements. Maintenant, on ne sait pas exactement, est-ce que c'est la pathologie, l'alpha-synucléine pathologique qui cause les changements de perfusion? Donc, est-ce que les régions où on voit ces anomalies-là, c'est des régions où il y a de la pathologie dans cette région-là? Ça, c'est pas si clair que ça. Parce que ça se pourrait que la pathologie soit ailleurs dans le cerveau, fait des changements ailleurs dans le cerveau, et ces changements-là font des changements dans le cortex. Donc, c'est pas... et surtout qu'ils sont en début de maladie. Puis en début de maladie, la pathologie est vraiment dans les régions les plus basales du cerveau, les plus inférieures du cerveau. Donc, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il y ait déjà de la pathologie en haut à travers le cortex. Donc, ce n'est pas clair aujourd'hui, cette question-là. Ce n'est pas clair qu'est-ce qui cause ces changements-là. On sait qu'ils sont là. On sait qu'on peut prédire la démence à corps de Lewy avec, mais qu'est-ce qui cause exactement ces changements-là? Qu'est-ce que les cellules qui se mettent à consommer plus ou moins ont? Ça, c'est pas clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle en attendant ou je peux passer toutes les questions peut-être? Oui, passe toutes les questions. Okay. Très bien. Une troisième question. Une fois établi par analyse sanguine, comment se déroulerait un traitement expérimental? Question de Eric. Donc, si on avait un traitement, comment ça se passerait? Oui, c'est ce que je crois comprendre de la question. Là, une fois... Ouais. Ça dépend du traitement. Donc, par exemple, si on prend quelque chose là, dont on a beaucoup parlé récemment avec la maladie de Parkinson, il y a eu des médicaments récemment qui ont été suggérés comme pouvant potentiellement avoir un effet, aducanumab, etc. Il y en a eu pas mal dans les dernières années.
La majorité d'entre eux sont des médicaments qui nécessitent une injection, etc. Donc oui. Donc, ça pourrait être une pilule, ça pourrait être une injection, ça pourrait être... Donc, c'est dur de savoir exactement là, ce serait quoi le traitement expérimental là, si on avait un médicament. Là. Ça va dépendre du médicament. Mais, oui. Très bien. J'ai une autre question qui est peut-être, qui me semble assez liée à celle-là. Quel serait l'impact des médicaments comme les antagonistes des récepteurs des orexines OX1R et OX2R qui devraient, eux, améliorer le sommeil REM? Donc, si je comprends bien, est-ce que les médicaments qui ciblent le sommeil là, pour avoir un effet sur ça? Oui, c'est un bon commentaire. En fait, ce qui cause la perte de l'atonie musculaire en sommeil paradoxal, c'est pas tant quelque chose qui est au niveau de l'orexine ou quoi que ce soit, au niveau de l'hypothalamus ou d'autres régions plus rostrales. La raison pour laquelle il y a une perte de l'atonie musculaire en sommeil paradoxal, c'est une région du pont et du bulbe, là, du tronc cérébral, qui est le locus coeruleus. Donc, il y a une région qui s'appelle le locus coeruleus qui est très riche en noradrénaline. Et sous ce noyau-là, il y a des cellules qui sont très impliquées donc dans l'atonie musculaire. Donc, si, par exemple, chez le chat, on pourrait voir que ces cellules-là sont beaucoup plus actives quand le chat est en atonie musculaire pendant le sommeil paradoxal. Donc, les neurones qui se trouvent dans cette région-là projettent vers le bas, vers une autre région qui est le bulbe ventromédian. Puis ça active l'inhibition des muscles squelettiques pendant le sommeil paradoxal. Donc, pendant le sommeil paradoxal, la raison pour laquelle on ne bouge pas, c'est parce que nos muscles sont paralysés, puis ils sont paralysés par le fait que le cerveau exerce une inhibition, et cette inhibition-là se trouve dans le locus coeruleus. Fait que c'est pas tant l'orexine, qui est très associée à la narcolepsie, etc. là. Donc, c'est pas tant cette région-là qui est vraiment en cause dans le trouble comportemental dans le sommeil paradoxal, la maladie de Parkinson, la démence à corps de Lewy. La question, c'est de savoir pourquoi les neurones du locus coeruleus sont si vulnérables. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils deviennent spécifiquement endommagés des années avant le développement de la maladie de Parkinson. Donc, ça, il y a beaucoup d'études en ce moment qui se font à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces cellules-là exactement. Donc, c'est un bon commentaire. Super, merci. J'ai une autre question de Tariq qui demandait est-ce que les régions cérébrales qui sont sous-activées, donc dans les cartes là, qui ont été présentées, correspondent aux régions du cerveau qui sont responsables de l'activité physique, l'activité motrice, mémoire, etc. Si on prend la perfusion ici, comme je l'avais dit, la région vraiment qu'on voit en rouge ici, là, on voit que c'est l'insula, mais aussi le basal forebrain, ce qu'on appelle en français le prosencéphale basal. Comme j'ai dit, c'est vraiment une région qui est active dans la génération de l'acétylcholine. Cette région-là projette à travers le cerveau, puis on sait que c'est très impliqué dans les fonctions attentionnelles, dans les fonctions cognitives. Donc, en effet, ici, ce qu'on voit, c'est une hyperperfusion. Donc, il y a plus de débit sanguin qui va vers cette région-là par rapport à des gens qui n'ont rien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a plus de débit sanguin? Pourquoi ces neurones-là ou ces cellules-là sont plus actives? Ça, c'est la question. Okay. Oui, la question parlait des endroits qui étaient moins actifs, je pense, mais ça... Des régions qui sont moins actives, dans la première signature ici, là, qui ne prédisait pas la démence à corps de Lewy, mais les deux maladies overall, en bleu, il y a des régions qui sont moins actives. Je ne dirais pas, là, c'est... temporal postérieur, lorsqu'on voit ici là, le cluster ici, je ne dirais pas que ça, c'est particulièrement impliqué dans les fonctions motrices ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, puis on ne le voit pas très bien, là, c'est, je ne sais pas si on le voit bien, mais ici, au milieu du cerveau, on voit deux petits clusters ici bleus. Ça ici, les régions qu'on voit en gris, c'est le putamen. Le putamen, c'est une région qui est très impliquée dans la régulation motrice. Et on voit ici qu'il y a justement une hypoperfusion là, au niveau de ces régions-là. Parfait. Bon, j'ai vraiment beaucoup de questions qui rentrent en même temps. Là. Je suis absolument désolé là, si j'en ai sauté quelques-unes. Si pendant qu'il m'en regarde, s'il y a des questions dans ça. Sinon, ça a l'air éternel. Tu regardes, tu montrais tout à l'heure, tu as posé un retour en arrière, c'est un graphique hyper intéressant quand tu regardes l'apparition des symptômes dans le temps. Là, ça va jusqu'à 20-25 ans derrière. Puis à un moment donné, il y a eu un diagnostic. Est-ce qu'il existe des formes précoces, autant Parkinson que la démence de Lewy, qui sont diagnostiquées beaucoup plus tôt? Puis si oui, bien, comment est-ce qu'on parle lorsque tu fais de l'imagerie? Est-ce que tu es capable de, notamment le démence à corps de Lewy, est-ce que tu es capable de les prédire aussi, ceux-là? Oui.
C'est une bonne question. C'est très difficile. Comme une personne qui n'a pas encore la démence à corps de Lewy, mais qui va développer la démence à corps de Lewy, le trouble comportemental en sommeil paradoxal, meilleur modèle. C'est vraiment le meilleur modèle. On sait qu'ils vont tous développer une maladie de ce genre-là. 45% développent la démence à corps de Lewy. Ça, c'est un très bon modèle. C'est pour ça qu'on l'utilise. D'autres centres qui n'ont pas un centre de sommeil sont aussi intéressés par cette question-là. Ils ont développé le concept de troubles cognitifs légers, donc ce qu'on connaît en Alzheimer, donc des gens qui ont des troubles cognitifs, qui fonctionnent bien dans le quotidien, mais qui commencent déjà à avoir des changements au niveau neuropsy. Donc on appelle ça un MCI, un trouble cognitif léger. Ça a été beaucoup étudié dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Donc des gens qui commencent à avoir des troubles de mémoire, mais ils sont fonctionnels, il n'y a pas de problème. Puis là, on commence à l'appliquer dans la démence à corps de Lewy. Mais souvent, ce qu'on réalise, c'est que les personnes qu'on pense avoir un trouble cognitif léger qui mène à la démence à corps de Lewy, bien, ce n'est pas vraiment le cas. On les suit, puis il y en a un qui développe l'Alzheimer. On les suit, il y en a un qui est revenu à la normale. Bon. Puis comment on diagnostique ça? Bien, c'est une personne qui a des troubles cognitifs sur ses tests, puis qui a un petit peu d'hallucination visuelle, ou qui a peut-être justement il bouge pendant la nuit. Donc ça, il y a ça. Donc ça, c'est des personnes là, qui sont à risque, mais il y a beaucoup de variabilité, des diagnostics qui ne sont pas très précis. Ça commence à sortir. Il y a encore personne qui a comparé des personnes avec un trouble comportemental en sommeil paradoxal et le trouble cognitif léger à corps de Lewy qu'on appelle. Populaire aussi, c'est des personnes qui ont une mutation génétique, dont on sait qu'ils vont développer une maladie de Parkinson. Mais on a des petits échantillons pour l'instant. La majorité n'ont pas d'imagerie. Il n'y a pas encore de comparaison vraiment au niveau préclinique. Puis là, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Donc, on essaie de revenir en arrière. Donc, avant qu'une personne se mette à bouger la nuit, est-ce qu'on pourrait utiliser des personnes qui ont plus d'activité musculaire, mais ils ne bougent pas nécessairement? Donc, on pense qu'avant de se mettre à bouger, il y a un moment où est-ce qu'on peut déjà avoir des petites contractions, puis que ça évolue. Donc, on essaie de mesurer ce qu'on appelle l'atonie musculaire sans atonie, avant le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Puis... J'ai une autre question, ça, je te repasse le bâton. Tu n'es pas nécessairement mouillé, là, je ne sais pas, mais s'il y avait des molécules ou des voies pharmacologiques possibles, ce serait quoi, basé sur ce que tu connais? Tu as parlé d'acétylcholine tout à l'heure pour le corps de Lewy. Donc, as-tu Ouais. Si tu avais à mettre un 2$ sur la table, tu le mettrais sur quoi? 2$, je vais en mettre beaucoup. Oui, c'est ça. À 2$, je dirais, là, il y a beaucoup d'argent qui vise l'alpha-synucléine, qui devient pathologique. Donc, une fois que l'alpha-synucléine prend une forme anormale, elle s'agrège, puis elle fait des corps de Lewy. Une fois que c'est en corps de Lewy, on pense que ce n'est pas ce qui est le plus grave. Le problème, c'est entre les deux. Donc, l'oligomérisation de l'alpha-synucléine en corps de Lewy, pendant que la cellule se protège de l'effet toxique du fait que ça s'agrège en formant des corps de Lewy. Fait que ce qu'on veut viser, c'est pas tant les corps de Lewy que le processus de formation des corps de Lewy. Donc, ce serait des agents anti-alpha-synucléine qui pourraient être potentiels. C'est beaucoup testé. En même temps, on se demande encore, est-ce que finalement les problèmes d'alpha-synucléine, c'est une conséquence ou c'est une cause? Donc, on sait par exemple que les mitochondries, c'est quelque chose qui est très atteint dans les cellules de gens avec la maladie de Parkinson. Les mitochondries, c'est un peu l'usine bioénergétique là, des cellules. C'est ça qui produit l'énergie. On sait que la forme des mitochondries est anormale, le fonctionnement des mitochondries est anormal, tout est anormal. Ici, je n'ai pas parlé de nos études en IRM, c'est ce qu'on fait généralement. On a montré que les régions où il y a le plus d'atrophie dans le TCSP, ce sont des régions qui ont plus de mitochondries. Donc, il y a l'air d'avoir un lien vraiment avec la santé des mitochondries. Puis je pense qu'un agent qui protégerait les mitochondries, ça pourrait être aussi potentiel. Là, dans le labo, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle, nous, du reprofilage pharmacologique. Donc, on est en train de développer des techniques où on essaie de faire le pont entre l'imagerie cérébrale et la pharmacologie à travers les mécanismes d'action. Donc, probablement que l'année prochaine, je vais avoir une réponse plus claire par rapport à ça. C'est bon, merci. Yvan, je repasse le bâton. Oui, merci. Je vais unir plusieurs questions là, au sein d'une question, parce qu'il y en a une couple qui se recoupent, dans le fond. J'avais au moins deux questions là, sur la distinction ou le caractère distinctif là, du somnambulisme. Là. Parce que dans le somnambulisme, c'est manifestement un mouvement aussi là, pendant le sommeil. Et donc, je vais la poser avec deux autres questions qui étaient très proches de celle-là. Donc, quelle est la distinction là, entre le somnambulisme
Le syndrome de la jambe sans repos et les mouvements que font les jeunes enfants là, pendant le sommeil. Ouais. Donc, entre ceux-là et puis les mouvements involontaires lors Ouais. du sommeil paradoxal. Oui, c'est important. Le somnambulisme, ça se produit dans un autre stade de sommeil. Donc, le trouble comportemental dans le sommeil paradoxal, c'est pendant le sommeil paradoxal. Le somnambulisme, c'est pendant le sommeil non paradoxal. Puis c'est un peu différent. Les personnes se lèvent, marchent. Donc, c'est vraiment différent. C'est plus développé. Avec une personne avec un trouble comportemental dans le sommeil paradoxal, il y a pas de... La personne ne se lève pas pour marcher dans la maison. Puis... Donc, c'est différent. Somnambulisme, ça se produit aussi chez des personnes plus jeunes. Ici, le trouble comportemental en sommeil paradoxal, ça apparaît autour de 50 ans. OK? Donc, c'est vraiment un stade précoce de la démence à carreau de Lewy et de la maladie de Parkinson. Donc, ça apparaît autour de 50 ans. Donc, chez les enfants, quand les enfants ont des terreurs nocturnes ou ont des mouvements, normalement, on ne s'attend pas à ce que ce soit un TCSP, là, parce que ce n'est pas chez les enfants qu'on voit cette pathologie-là. Par rapport au syndrome des jambes sans repos, le syndrome des jambes sans repos, c'est vraiment exclusif aux jambes. Ce n'est pas des mouvements qui sont nécessairement liés avec l'activité du rêve. Là. On ne voit pas là, des coups de pied ou ce genre de choses-là. Puis les gens décrivent généralement là, en fin de soirée une sensation dans les jambes et tout, là, qui peut être soulagée en marchant. Les gens marchent, ça va un peu mieux. Puis dans le lit, ils ont besoin de... Donc, c'est pas le même feeling phénoménologique là, par rapport au TCSP. Merci beaucoup. Que pensez-vous de l'exercice intensif de la nutrition pour retarder l'apparition de ces syndromes? C'est toujours bon là, de faire l'exercice puis de bien manger, là, s'il n'y a pas de doute. Là. Est-ce que ça peut retarder le développement du TCSP? Je ne sais pas réellement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. C'est une maladie c'est pas une maladie qui est rare, mais les gens en entendent peu parler. Ce qui fait que la recherche est rare. Ce qui fait qu'on n'a pas des gros ou des immenses bassins, comme pour la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est pas si rare que ça. Donc, on n'a pas d'études. Là, on commence des études pour essayer de savoir c'est quoi là, les choix de vie qui sont les plus associés, mais en tout cas, ça peut pas nuire de bien manger pour faire l'exercice. Là. Très bien, merci. J'avais comme dans le même ordre d'idée là, quelqu'un qui parlait, qui posait la question sur les effets du régime carnivore ou de la médication en statines. Là, la question était sur la maladie d'Alzheimer, par contre, mais peut-être qu'il y a des liens avec. Ouais, ça, je ne saurais pas répondre par rapport à ça. Là. En tout cas, au niveau du TCSP, comme je dis, c'est l'effet de la nutrition, etc. Ça, c'est pas... L'effet de la médication, ça, c'est intéressant quand même parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui commencent des antidépresseurs et qui vont développer un TCSP. Ça, c'est vrai qu'il y a des cas, puis c'est pas si rare, c'est quand même pas très fréquent non plus, mais il y a des personnes qui vont prendre des antagonistes de certains neurotransmetteurs, des antidépresseurs, et qui vont développer des mouvements pendant le sommeil. Et quand on retire le médicament, ça va mieux. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que même si on suit ces personnes-là, on voit que l'olfaction change. On voit que les troubles cognitifs... Donc probablement que c'est plus ça révèle la vulnérabilité. Plus que... Au départ, on pensait qu'il y en avait qui étaient induits par les antidépresseurs. On retire, puis c'est fait, c'est réglé. Là, on se rend compte qu'en les suivant, eux aussi développent la maladie de Parkinson, la démence à carreau de Lewy. Fait que c'est plus un genre de... Je dirais pas un déclencheur, mais un... OK, je crois que c'est la dernière ici. Pourquoi n'utilisez-vous pas... il y en a une autre qui vient d'apparaître. Pourquoi n'utilisez-vous pas l'IRM pour la perfusion cérébrale et pour mesurer la consommation de glucose? Mm-hmm. Ouais, on pourrait, hein? C'est une très bonne idée. Le projet de recherche, on l'a parti sur la perfusion ici. C'est vrai que ça aurait pu être fait en IRM, surtout qu'au labo, 95% de nos travaux sont en IRM. Donc, on fait beaucoup d'IRM anatomique, puis on fait des modèles computationnels là-dessus. Mais en effet, oui, ça pourrait être en IRM. Ça serait même intéressant de voir est-ce que finalement, ce qu'on observe à l'IRM, qui n'est pas exactement la même mesure en ALS ou autre chose, est-ce que ça serait la même chose? Ça serait intéressant, oui. Merci beaucoup. J'ai une ou deux questions moi-même par curiosité, vu qu'il nous reste quelques temps. Je voulais savoir, peut-être que vous y aviez répondu là, pendant la présentation, si c'est le cas, je m'en excuse. La représentativité, dans le fond, là, de la maladie, de la démence à corps de Lewy par rapport... Est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont le Parkinson que la démence à corps de Lewy et c'est pour cette raison qu'on en entend moins parler ou est-ce que c'est similaire? Je pense qu'il y a assez peu quand on pense à démence, on pense beaucoup à maladie d'Alzheimer, puis les gens sont assez peu conscientisés sur le fait qu'il y a d'autres types de démence que la maladie d'Alzheimer. Donc, la démence à corps de Lewy, c'est un type de démence. La démence frontotemporale, c'est un type de démence qui est différent.
la démence vasculaire, c'est un autre type de démence. La démence parkinsonienne, c'est un type de démence aussi. Donc, je pense que c'est pas tant le fait que c'est plus fréquent la maladie de Parkinson que le fait qu'il y a un manque de awareness autour des différents types de démence et de troubles neurocognitifs majeurs. Puis un autre exemple de ce awareness-là qui manque, c'est un peu la maladie de Parkinson. La majorité des gens pensent que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est motrice. C'est le moteur, on tremble, puis tout ça. Il y a beaucoup de patients, là, jusqu'à 10-15% des patients avec une maladie de Parkinson qui n'ont pas de tremblement. Donc, puis les gens qui ont un trouble comportemental en sommeil paradoxal, quand eux développent la maladie de Parkinson, c'est normalement un cas qui n'est pas associé à des tremblements. Donc, on peut avoir une maladie de Parkinson sans tremblement. Et la maladie de Parkinson, aujourd'hui, quand on parle avec des spécialistes, on le sait aujourd'hui que ce n'est pas une maladie qui est motrice. Ce n'est pas ça qui est au premier plan, réellement. C'est ce qui est utilisé pour faire le diagnostic. Mais comme vous avez vu, des années avant, constipation, trouble érectile, hyposmie, signe moteur, donc problème de sommeil, dépression, anxiété. En fait, c'est une maladie qui est très neuropsychiatrique. Puis il y a beaucoup de chercheurs très connus qui disent, c'est un peu le modèle, c'est un peu un trouble neuropsychiatrique, mais qu'on diagnostique à travers l'aspect moteur. Donc, mais ça, on ne le sait pas non plus. Donc, c'est pour dire que je ne pense pas que c'est la fréquence que le fait qu'on n'est pas si conscientisé que ça par rapport aux différents types de maladies neurodégénératives. L'Alzheimer prend beaucoup de place, bref. Ouais. Super, merci. Puis une dernière petite question là, par rapport qui est liée vraiment à votre méthodologie. Là. Comment est-ce que vous voyez l'arrivée déjà de l'intelligence artificielle, des gros traitements, recoupage là, de gigabytes de données et aussi de l'implantation là, de très grands lacs de données, de la mise en commun aussi là, de toutes les données qu'on a par rapport aux signes cliniques dans ce type de recherche-là que vous faites? Oui, absolument. Quand moi j'ai commencé les études pour étudier les changements dans le cerveau dans le TCSP, on voyait les patients ici, puis on avait des échantillons de quoi? 20 personnes, on était contents. 30 personnes, on était contents. 40 personnes, on était contents. Mais c'est pas assez pour dériver de l'information qui est vraiment là, importante. Puis c'est pour ça que dans le labo, on a vraiment généré cette initiative internationale-là. Donc, les études, normalement, ont 40-50 patients avec un TCSP en imagerie. Mais là, dans le labo, on est rendu à 500. Donc, grâce à ce genre d'initiative-là où on met nos données ensemble, on peut vraiment faire avancer là, l'étude des mécanismes. Donc, pour moi, c'est essentiel. Là, pour l'instant, on n'a pas encore d'appliquer d'intelligence artificielle à ce niveau-ci. Mais évidemment, plus on a de données, plus ça devient possible. Donc, c'est un no-brainer que c'est la prochaine étape. Moi, j'aurais peut-être une petite dernière. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions, là, mais les petites dernières, donc on a parlé beaucoup de différents symptômes qui font en sorte qui ne sont pas nécessairement reliés indépendamment, mais ensemble, semble contribuer. Bon, vous avez du sommeil, semble être plus producteur. Puis tu as parlé tantôt de l'âge de 50 ans. Mm-hmm. Donc, si après l'âge de 50 ans, tu n'as aucun de ces enjeux-là, que tu ne vois pas d'enjeu du sommeil, est-ce que ça veut dire que tu es protégé? Ou bien que ça va juste apparaître plus tard, contrairement à ce que tu vois avant? Il y a à peu près 90% des individus qui vont développer un ou d'autres des enjeux de santé. Mais si tu n'as rien, s'il n'y a personne qui a jamais à 50, 55, 60 d'enjeux de sommeil, est-ce que ça veut dire qu'ils sont comme protégés? Les personnes... Oui, il y a des personnes qui développent le TCSP à 60, 70. Ça peut arriver plus tard. Là. 50 ans, c'est ce qui est classique. Ça peut arriver plus tard. Non, c'est bonne... non, je voudrais dire oui. Là. Je voudrais dire oui. mais c'est... Oui, surtout ceux qui développent une démence, souvent, ils commencent un peu plus tard. Malheureusement. Là. Donc, non, c'est pas... Non. Donc, s'il n'y a pas de questions dans la salle, puis il n'y en a pas d'autres là-bas, écoute, moi, je te remercie. Je te remercie aussi pour ta générosité pour les réponses. Là, donc, merci à tout le monde. Merci des questions de tout le monde. Puis, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a d'autres choses. Ouais. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Ça qui va être en ligne.